Tu m'as pris mon eau de pluie, la chaîne concernant les abus de confiance dans le contexte de l'amour, et la chaîne de quelqu'un qui vous offre un long témoignage, un très long témoignage de la persécution qu'il vit actuellement. Ce matin, sur cette chaîne Tu m'as pris mon eau de pluie, je vais évoquer ce qui m'apparaît être depuis quelques mois le système de défense de Madame, ou le système de réponse, car si on parle de défense, on a l'impression que c'est moi qui l'attaque, mais il y a effectivement deux fronts, donc on peut parler de système de défense. Je vais essayer de répondre à ce que j'ai pu comprendre de ce qu'elle essayait de balbutier, hein, de répondre à à tout ce qui est sur la table. Bien sûr, j'ai expliqué que depuis le mois de mars-avril 2020, je me suis plutôt retiré, donc il y a eu très très peu d'échanges, de dialogue entre moi et mon ex-compagne. Il y a eu un moment de médiation, il y a eu un moment chez le notaire. C'est là que j'ai pu euh, entendre ce que Madame répondait, qui m'a fait halluciner des dizaines et des dizaines de fois. Je vais en parler. Le premier sujet de ce sujet, le système de défense de mon ex-compagne, je vais aborder un thème qui s'appelle la rupture infinie. Oui, mon ex-compagne vient d'inventer un concept dont je pense d'autres personnes souffrent actuellement à travers le monde. C'est le concept d'une cruauté abyssale et d'une perversité absolue, de rupture infinie. C'est-à-dire que comme elle ne me laisse pas tranquille, comme nous sommes toujours dépendants l'un de l'autre, ça lui offre une opportunité formidable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle doit répondre de cette situation, que ce soit face à moi ou face à d'autres personnes, cela lui offre une opportunité renouvelée de rompre avec moi. Comme si c'était pas assez douloureux une seule rupture, hein. Quand madame m'a largué, j'étais complètement fidèle, complètement amoureux, complètement présent. Et comme elle était aussi dans ce délire polyamoureux, dans tout cette folie-là, moi, une manière de résoudre ma jalousie, pour ne pas être terrassé par la jalousie, j'ai fait comme font des millions d'hommes dans ce genre de situation. C'est que j'ai sublimé en partie ma jalousie dans cette idée que ma femme, elle est coquine, hein. Voilà. J'ai dû sublimer les choses comme ça, mais des millions d'hommes vont se reconnaître. Euh, dans ce genre de cas, soit les hommes bah, consomment leur jalousie et puis disent eux-mêmes c'est terminé, ou ça va pas du tout, voilà, posent vraiment quelque chose de comme ça par rapport à la jalousie. Soit ils sentent que la jalousie ne va pas être possible pour beaucoup de raisons, y compris ce qui a été construit, y compris les engagements pris. Et donc, une manière de ne pas être terrassé par la jalousie, c'est d'aller sur le désir. Voilà, je le dis comme ça, hein, ma, 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 ma copine est une sacrée coquine, et ça permet d'alléger voilà, d'alléger de pas être terrassé par la jalousie en mettant cette légèreté sur le plan des plaisirs sexuels. Et donc, peu avant la rupture, comme mon ex-compagne était à fond dans ces trucs-là de polyamour, etc. Voilà, j'étais en plus dans un sommet de désir. Et puis aussi, de toute façon, ce désir dont je vous parle, c'est aussi celui qui vient quand on sent que la personne est en train de nous échapper. Donc j'étais fidèle, j'étais amoureux, voilà, tout pour moi, tout continuait, et j'étais fou de désir. Et donc c'est dans cet état-là que Madame m'a largué comme une merde, et que j'ai, comme des millions, des milliards, pardon, d'êtres humains à travers le monde, je suis arrivé sur le mur du fait d'être largué, et la souffrance abyssale que chacun peut connaître, chaque personne âgée de plus
allez, on va dire de 15 ans ou de 20 ans, peut connaître. Enfin, il y en a qui le connaissent. Moi, mon vrai chagrin d'amour, mon premier vrai chagrin d'amour, je l'ai connu à 33 ans. Donc voilà. Mais bon, tous les êtres humains, pratiquement, vont connaître cette souffrance absolument terrible qui est présentée partout, hein, dans le monde, dans les analyses psychologiques, comme une souffrance étant un équivalent du deuil, voire pire dans certains cas, et une souffrance pouvant conduire dans de très 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 nombreux cas à la mort par suicide. Voilà ce que j'ai vécu donc de fin novembre 2019. Alors vraiment la rupture, ça a été formalisé le 2 décembre 2019, hein, avec Madame, ça je n'oublierai jamais, qui a dit que nous étions à partir de maintenant deux êtres distincts, deux individus distincts, hein. Elle disait aussi qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Voilà, des choses comme ça qui marquaient la séparation totale. Voilà, nous sommes 15 mois après et je suis encore en train d'en parler. Donc, décembre 2019, donc dans le noir, dans une caravane abandonnée, janvier 2020, février 2020. Voilà, en gros, 3 mois, c'est un peu le tarif classique, hein, un petit peu se relever de ce truc. Ça peut durer beaucoup plus longtemps, hein, ça peut durer 6 mois, 5 ans pour les gens. Voilà, mais donc j'ai traversé cette rupture sentimentale, cette souffrance, cette douleur, et pendant là, 3 mois. Et voilà, mais je ne savais pas que, et donc parce que on se relève, on se reconstruit en fait à ce moment-là. C'est une destruction et une reconstruction. Mais je me doutais pas que madame allait pouvoir s'offrir une rupture infinie par le fait qu'on soit toujours dépendant l'un de l'autre et qu'elle réponde de cette situation de manière indéfinie. Elle peut s'offrir l'occasion de redire à chaque fois de re-rompre, c'est ça, c'est une rupture infinie. Donc il faut avoir là les nerfs et le cœur vraiment solides, gelés, je pense, mais c'est chaud, je peux vous dire, c'est difficile. Oui, alors je continue un instant sur ce thème assez intéressant, assez cruel, enfin totalement cruel, de la rupture infinie. Donc là, nous avons un gros souci, hein, cette situation d'indivision, de partage qui ne se fait pas. Et donc, quand madame est questionnée par moi ou par les autres, au lieu de répondre concernant le partage, concernant la situation là de séparation qui n'est pas finie, alors que c'est madame qui l'a réalisée à 99%, elle a tout séparé, tout détruit, sauf son nom sur le papier. Eh bien, au lieu de répondre de ça, au lieu de répondre des comptes, de la comptabilité, du foncier, de toutes ces choses-là, du matériel et de la réalisation de ce partage, madame va continuer de rompre, va continuer d'expliquer parce qu'elle a besoin de justifier, parce qu'elle veut essayer de s'accrocher à quelque chose. Donc parmi les choses auxquelles elle essaye de s'accrocher, c'est ben, pourquoi j'ai rompu avec lui. Voilà, ben, vous comprenez, en fait c'est bien normal ce qui s'est passé. Hein. J'ai rompu avec lui parce que nanana, puis il est comme ci, et puis il est comme ça, et puis... Mais c'est pas le sujet en fait. Cette histoire de rupture infinie, c'est un hors-sujet complet qui est hallucinant en fait. On ne demande pas à madame de réexpliquer pourquoi en décembre 2019 elle a rompu. Ça y est, c'est consommé, c'est fini. Il faut que, voilà, maintenant elle me laisse, elle a rompu. Donc moi je suis un être humain. Un être humain, il souffre même de l'absence d'affection, la neutralité, l'absence d'affection. Il aime pas, voire même il interprète ça parfois comme du désamour en fait. Les êtres humains, nous recherchons l'amour, nous recherchons les caresses et les belles attentions, les bonnes attentions envers nous, qu'on prenne soin de nous. Tous les êtres humains recherchent ça en fait. Quand on n'en a pas ou que c'est neutre, etc.,
on encaisse, on attend, voilà, c'est comme ça. On se dit, on préférerait recevoir un peu d'amour, voilà. Mais quand, euh, par contre, on reçoit du négatif, du négatif, du négatif en continu, qui ne s'arrête jamais. Un être humain, il ne tient pas. C'est pour ça que c'est les suicides des ados, par exemple, ces ados qui vont tous les jours à l'école, et puis tous les jours, ils en prennent plein la gueule, jour après jour, pendant des semaines et des mois, ils terminent par se suicider. C'est pour ça aussi, ça que je vais y revenir aussi, c'est que mon affaire, elle a une dimension un petit peu criminelle, même peut-être totalement criminelle en fait. Parce que moi, parce que je tiens par rapport à ce que je suis. Je ne suis pas suicidaire dans mes gènes, dans ma vision du monde. Je n'ai, je crois, jamais été suicidaire. J'ai des ressources dont j'ai commencé à vous parler. J'ai une famille qui est toujours présente. J'ai des amis très nombreux qui me soutiennent et qui sont là. Et que s'ils m'entendent là, maintenant, je leur envoie tout mon amour. Je les aime au dernier degré, mes amis. Et j'ai des ressources. J'en ai parlé, je suis chrétien, donc j'ai en premier lieu, bien sûr, Jésus-Christ qui est totalement à mes côtés. Et puis, un peu comme ça, autour de Jésus, en étant une sorte de, de, d'autre Jésus, enfin, qui fait penser à Jésus, j'ai les héros de mes dessins animés d'enfance. Donc, les héros du dessin animé Dragon Ball, les héros du dessin animé Saint Seiya. City Hunter, et puis j'ai l'artiste Mano Solo que j'ai aussi chevillé au cœur. Ça, c'est des ressources que j'ai qui font que je tiens. Mais en fait, si j'insiste pour dire que cette situation est criminelle, c'est qu'il y a, et là, vous êtes peut-être nombreux à vous reconnaître, et il y a des millions de gens qui se seraient supprimés depuis longtemps dans ce genre d'histoire, et de fait, c'est ça qui arrive. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de suicides, surtout des hommes d'ailleurs. On parle surtout, on parle des féminicides, on parle de la centaine de féminicides actuels, annuels, pardon. Mais pour 100 féminicides, il y a combien de milliers, il y a combien entre, je crois, entre 5 et 10 000 hommes de sexe masculin qui se suicident de ce type de choses que je suis en train de vous raconter. Voilà. Combien de personnes se seraient, parce que la violence, elle est soit dirigée contre soi, soit dirigée contre l'autre. Combien de personnes dans cette situation donc se seraient suicidées ou auraient étranglé la personne qui fait face. Voilà. Donc cette rupture infinie, elle est criminelle. Donc voilà, si vous allez interroger mon ex-compagne, elle va aller là-dessus. Elle va vous dire oui, mais Sylvain, il est comme ci, il est comme ça. Puis il faut savoir que hein, il présente les choses de cette manière-là, mais en fait c'est quelqu'un qui est comme ça. Voilà. Alors je vous invite à lui répondre que c'est hors sujet, que là c'est bon. Si Madame, si vous avez rompu avec lui, c'est bien évidemment que vous aviez vos raisons. On le comprend. Maintenant, ça c'est fait, et maintenant il y a un sujet, c'est que vous devez vous séparer complètement. Oui, et ce que je veux ajouter quand même, c'est que je n'ai pas changé. C'est que nous sommes restés ensemble 5 ans et demi de relation. Je ne vous parle pas d'une relation de 3 mois. Elle a eu le temps de me connaître, voilà. Et puis avant d'aller ensemble, on a pris le temps de se connaître. Et moi, je n'ai pas changé. Non, les êtres humains, on change et on change pas. Et surtout, on ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a une personnalité qui est là, il y a un rapport au monde, il y a des idées, il y a une vision du monde, surtout quand on a plus de 30 balais, quoi. Voilà, il y a des choses qui sont là. Donc, madame savait dès le début à quoi s'en tenir. Donc, après, de dire, oui, mais il est comme ci, il est comme ça. Oui, il est comme ci, il est comme ça. C'est comme ça que vous l'avez choisi et que vous l'avez aimé. Donc,
voilà, bon, après, on comprend que vous êtes volage et que, puis hop, à un moment donné, et que vous consommez des êtres humains, mais bon, voilà, à un moment donné, puis encore une fois, c'est pas le sujet. Bon, c'est clair sur cette question de la rupture infinie. Je pense qu'il y en a qui vont se retrouver, bien évidemment. Si vous vous retrouvez, je vous invite à réagir, à me répondre. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce qu'on peut m'aider à ce que cette rupture s'arrête, enfin, qu'on me laisse et que je puisse pouvoir passer du temps avec des gens qui vont, voilà, comme je suis un être humain en fait. Je suis un être humain, donc si je pouvais passer du temps, surtout avec des gens qui me disent que je suis sympa, qui me disent que c'est chouette d'être avec moi, qui me disent qui me disent que je suis beau, qui me disent que que je leur fais du bien, qui me disent que c'est chouette, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, je suis un être humain. Voilà, je suis pas conçu pour recevoir des coups indéfiniment pendant des mois et des mois. Voilà, et aucun d'entre vous n'est conçu pour cela. Voilà, donc si ça pouvait s'arrêter, s'il vous plaît, merci. Allez, j'enchaîne sur ce sujet du système de défense de Madame. Deuxième sujet, la symétrie. Je vais appeler ça la symétrie. C'est-à-dire que comme nous sommes à 50-50 sur le foncier, comme Madame effectivement a jardiné ici, elle a planté des arbres, cela dit, achetés. Ça coûte cher des arbres, hein, les arbres qui sont déjà formés, ça coûte cher. Donc, des arbres achetés avec les fonds de mes ancêtres, enfin de mon héritage paternel. Euh, Comme Madame est à 50-50, comme elle a jardiné, voilà, fabriqué la cabane des canards qui est là-bas, que je pourrais vous montrer. Madame se permet de faire apparaître une symétrie. Oui, mais alors moi aussi, en fait, eh ben quoi, j'ai autant de droits que toi, et moi aussi, je voudrais tout récupérer. Alors, sachant elle dit principalement qu'elle va partir, mais elle a une parole qui bouge tout le temps. Ça, je ferai une vidéo spéciale, Madame la Girouette. Voilà, et donc par moment, elle dit qu'elle veut aussi rester et qu'elle veut tout. Et pour ça, elle fait valoir une symétrie entre elle et moi, comme si en fait la situation, c'était qu'on avait vraiment acheté donc en indivision à 50-50, que tout avait été carré, que tout était effectivement symétrique, comme si on était dans une comptabilité vraiment à 50-50, comme si c'était moi aussi qu'il avait largué comme une merde, qui avait tout séparé, tout détruit, comme si c'était moi qui avait détruit l'entraide, détruit la solidarité. Voilà, là aussi, en gros, on se séparait d'un commun accord, c'est ça? Oui. Voilà, donc c'est étonnant cette symétrie qui apparaît alors qu'il y a une totale et complète dissymétrie des choses, déséquilibre astronomique dans les choses, dans les montants. Je vous redis, vous pouvez aller écouter ma première vidéo sur le sujet où j'en parle. Je ferai aussi une vidéo où je détaille tous les comptes. 80 000 euros d'apport pour moi, 3 000 pour madame, sur 5 ans et demi de vie commune. Symétrie. Symétrie, et donc madame aurait euh, tous les droits, les mêmes. Voilà. Allez, je vais maintenant évoquer évidemment l'argent. Face à tous ces euros que je présente, etc., Madame, dans son système de défense, évidemment, essaye de faire les fonds de tiroir. Hein. Elle cherche, elle tire dans tous les tiroirs. Où est-ce que je peux trouver des euros à dire que j'ai mis, en fait. Voilà. Donc, selon un découpage très précis, je vais vous dire les euros qu'elle annonce. Et bah écoutez, hein, j'avais dit que le but était aussi de rigoler. J'espère que dans les secondes qui viennent, on va se marrer. À tout de suite. Allez, donc, premier montant annoncé hallucinant.
hallucinant. Allez, je suis tout excité à l'idée d'en parler. Nous avons organisé, tenté d'organiser une sorte de médiation pour proposer des choses à mon ex-compagne avec des amis le 17 novembre 2020. Et lors de de ce moment, quand mon ex-compagne essayait de faire donc les fonds de tiroir, de chercher ce qu'elle pouvait annoncer, elle annonce un moment comme ça, un énorme chiffre, et elle dit: mais j'ai mis 5000 que j'ai donné à la maman de Sylvain. Elle dit ça: j'ai mis 5000 que j'ai donné à la maman de Sylvain. Quoi? Donc là, ça a été, mais c'est ce qui a été aussi le début d'un clash immense le 17 novembre. Euh, Pardon? Donc, je vous explique, chers amis. Euh, Mon ex-compagne a emprunté un prêt à ma maman, la somme de 5000 € pour construire sa roulotte. Elle a emprunté à ma maman la somme de 5000 € pour construire sa roulotte. Ce qui était déjà en soi quelque chose d'assez intriguant. Pourquoi? Mon ex-compagne a reçu et mis sur le compte commun de sa propre mère 3000 € le 21 juin 2019. Elle aurait pu utiliser déjà ces 3000 par rapport à 5000. Déjà, avec 3000 € pour construire sa roulotte, elle faisait des belles choses, hein. Après, il manquait peut-être 2000. Elle aurait peut-être emprunté que 2000 à ma mère. Euh, mais non, le 21 juin, elle touche 3000 sur le compte commun. Et là, immédiatement, voilà, faut savoir que voilà, et vraiment, l'intention de mon ex-compagne, c'est absolument de ne pas participer. Immédiatement, elle a retiré sur ces 3000 € 2200 € qui sont repartis. Alors, il y a toujours 800, vous me direz, ok, on les note, 800. Elle a retiré 2200 € et le 11 juillet, ma mère lui prête 5000 € pour qu'elle construise sa roulotte. Sachant que vous pouvez voir la roulotte et tout ce qui a été fait au niveau des comptes, ça vaut, on sait très bien que ça match. Une roulotte, une vraie roulotte en bois avec toute l'isolation, tous les matériaux nobles et tout, euh, qu'elle a construite, c'est voilà, 5000 €. Si elle avait dit Si elle avait dit, elle aurait pu dire, alors moi, je voudrais dire, alors, je sais, la maman de Sylvain m'a prêté 5000 €, et donc je lui ai rendu 5000 €, mais ma roulotte, je vous l'assure, a coûté 4600 €, et donc j'estime qu'il y a encore, qu'il y a 400 finalement que j'ai apporté. Voilà. Si encore elle avait dit ça, et puis qu'il aurait fallu qu'elle le justifie comme il faut. Mais non, 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 elle n'a pas dit ça. Elle a dit: j'ai filé 5000 € à la mère à Sylvain, j'ai apporté 5000. Elle a essayé de laisser entendre à tous ceux qui étaient là qu'elle avait apporté 5000 €. Alors que ma mère lui a prêté 5000 et qu'elle a rendu ensuite à ma mère exactement 5000. Je pense que dans cette histoire, euh, mon ex-compagne a toujours senti depuis le début que ma mère était une personne généreuse, que ma famille était plutôt généreuse, notamment avec leurs propres enfants, et la famille étendue, hein, les belles filles, etc., peuvent bénéficier facilement de cette générosité. Je pense que mon ex-compagne l'a senti très très tôt et qu'elle a espéré très fortement que ma mère, après avoir prêté les 5000, lui dise: allez, allez, c'est bon, garde-les. Et que c'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas utilisé les 3000 de sa maman, mais qu'elle est ensuite passée par un prêt à ma maman pour espérer: allez, peut-être que je vais me faire encore 5000, peut-être que ma roulotte va être payée, car c'est ce qu'elle veut, mon ex-compagne, c'est que les choses lui soient payées par les autres. Je continue donc avec les fonds de tiroir de mon ex-compagne qui cherche absolument à justifier des montants. Elle évoque un véhicule, le véhicule qu'elle avait au début.
au tout début de notre relation. Et elle va le mettre, notamment, elle va essayer de le mettre en balance avec la voiture qu'à un moment je lui ai achetée. Et ce véhicule à un moment donné je lui ai acheté, c'est une valeur d'environ 3 000 euros, ce véhicule. 3 000 euros. Et donc elle va essayer de dire, oui, mais il y avait le véhicule du départ qui était en fin de vie complète. Et Madame a vendu ce véhicule et en a récupéré, dans mon souvenir, 300 € maximum. Allez, on va dire, si j'ai un gros problème de mémoire, peut-être le chiffre de 500, je sais plus, mais je me rappelle plutôt de 300 €. Donc là, c'est à mettre tout de suite aussi en parallèle avec ce que je vous dis sur le problème de perception de mon ex-compagne des choses. Là, je vous disais parfois 1 égale 1000, 1 égale 10. Là, pour mon ex-compagne, 300 ou 500, allez, allons jusqu'à 500, ça vaut 3000. Bah oui, une épave en fin de vie, ça vaut une Opel Zafira toute bien, toute prête à rouler, toute propre, toute nickel, en très bon état. Bien sûr, mais eh oui. Voilà, juste donc pour conclure aussi sur l'enchaînement par rapport à cette question des véhicules, hein, comme madame là, je vous dit, ah, il y a le véhicule là que j'ai vendu qui correspond à... Non, il faut bien être précis. Donc il y a cette première épave que madame a vendue, je vous dis 300 € maximum, aller jusqu'à 500. Il y a ensuite le fait que en janvier 2017, j'ai acheté un véhicule pour madame d'un montant de 3 000 €, une Opel Zafira nickel, propre, en parfait état de fonctionnement, qui a été le véhicule de madame de bout en bout, avec tout son bordel infini dedans, le véhicule de madame, quoi, que vous connaissez, hein, véhicule de madame. Voilà, et que ensuite, je dis que je sors ce véhicule de l'échiquier, parce qu'effectivement, elle a payé ce véhicule via un apport en avril 2018 de 3 000 €. 3 000, ça match. Voilà, ces 3 000 € interviennent donc en avril 2018. Mes propres fonds à moi sont fondus. On a dépensé tout mon héritage paternel déjà dans les gros investissements qu'on a fait, dans les acquisitions foncières les plus importantes. Allez, troisième élément de fond de tiroir de mon ex-compagne, son travail au black. Donc elle va dire que mais tu sais bien, hein, Sylvain, que mais moi j'ai travaillé au black. Voilà. Alors il y a un lieu où elle allait de temps en temps travailler et elle touchait un petit billet, d'accord? Oui. Donc je n'en ai jamais vu la couleur. C'était pour elle, uniquement pour elle. Je veux dire, pour moi, elle a pu mettre ça à côté. Comme tout l'argent, à chaque fois, elle ne met rien en commun, elle récupère tout pour elle. C'était pour elle. Là-dessus, je vais vous annoncer pas mal de choses. Il n'y a eu aucun versement sur le compte commun. Un jour, je devais être la passerelle pour payer une personne, je ne sais plus exactement, et un de ses enfants, devant moi, est allé me révéler, me montrer une cachette à l'intérieur de sa caravane, une, euh, une cachette c'était pas la cachette de la famille ou quoi, pour mettre de l'argent. Voilà, je vois la cachette et puis dedans, l'enfant a pu aller chercher un billet de 50 €. Voilà, bon bah vas-y. Voilà, donc je découvre qu'il y a une cachette.
autre élément, si madame avait de l'argent comme ça dans les poches, de l'issue de son travail au black, pourquoi, tous ces retraits, tous les jours, tout le temps, quand elle, hop, elle va au marché et cetera, pourquoi elle tire sur le compte commun? Tous ces retraits, toute cette, à chaque fois qui correspond, hein, il y a des courses, hop, et puis il y a le retrait qui correspond à tout un tas de courses. Si elle avait, ça aurait dû un peu plus se compenser. Il y aurait dû y avoir des jours de marché où il n'y avait pas de retrait. Euh, voilà, il faut savoir qu'à un moment de 2018, euh, euh, moi j'ai contrôlé les comptes et j'ai vu qu'on était limite. Et j'ai dit à madame, bon, bah, je lui ai pas mis la pression, hein. Je lui ai dit, bon, j'ai regardé les comptes, on est un peu juste. Il faut faire attention d'ici là, avant la fin du mois. La réponse de madame, ça a été, ah, moi, j'ai rien dépensé. Voilà, madame ne dépense, voilà, c'était ça aussi, je vais y revenir. C'est madame ne dépense rien, en fait. Madame vit sans argent, en fait. Ben oui, c'est le concept, en fait, qu'on avait. Et donc, vraiment, dans sa tête, elle vit sans argent. Donc, ce jour-là, j'ai dit, non, non, attends, assis-toi là, on va éplucher les comptes là. Non, non. Et j'ai mis en valeur au moins 600 euros de retrait de son fait à elle. Donc voilà, c'est ce sujet donc de madame qui dit qu'elle a travaillé au black, qu'elle avait de l'argent que soi-disant elle a mis dans le pot commun, alors que pas du tout, elle tirait l'argent sur le compte commun pour aller acheter des choses pour elle ou pour la vie commune. Un point là-dessus très important que je veux dire, c'est que si réellement on travaille au black, où on travaille tout court, et qu'on fait un cadeau à quelqu'un, bah, on va peut-être prendre dans cet argent-là, en fait, plutôt que dans l'argent commun. Et donc, en novembre 2018, pour mon anniversaire, madame m'a fait un cadeau particulièrement onéreux par rapport au cadeau qu'on se faisait habituellement. Un cadeau à 130 euros. Et bah alors qu'elle travaille ou pas? Parce que là, elle aurait pu se dire, ah bah, j'ai bien travaillé, et puis à mon amoureux, bah, je vais lui faire un cadeau avec mon argent de mon travail. Je vais lui faire un cadeau particulièrement onéreux cette année à 130 euros. Voilà. Non, 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 elle m'a offert un cadeau avec euh, donc le compte commun et cerise sur le vomi. En fait, en octobre 2018, ma mère, vous pouvez reprendre la première vidéo, ma mère m'avait fait une donation de 10 000 euros. Donc c'est particulièrement motivant pour faire un cadeau onéreux à son compagnon d'avoir reçu un capital en plus qui fait que oh bah on est tranquille, on est tranquille, faisons-nous des cadeaux onéreux, puisque la maman, donc en fait c'est ma maman qui m'a encore, voilà, donc là ça rejoint ce cher Delavier, salut Delavier, qui nous dit que de toute façon la seule personne qui nous a aimés sur cette terre, c'est notre mère. Et oui, et là je me rends compte que en novembre 2018, j'ai l'impression de recevoir un cadeau de ma femme, un peu onéreux, voilà, et en fait c'est encore ma maman. Voilà sur un petit peu donc les fonds de tiroir que tente de faire mon ex-compagne. J'en oublie peut-être, je referai une vidéo peut-être uniquement sur cette partie-là quand je continuerai de détailler les comptes. Mais donc toujours sur le sujet de la stratégie de défense de mon ex-compagne, et bien sûr arrivé, hein, je vous l'ai dit, elle ne dépense rien. Donc si elle dépense rien, vous imaginez bien quel est le pendant dans sa tête. Moi, moi, je suis dépensier. Voilà, voilà un élément. Sylvain est dépensier. D'accord. Donc ça, va falloir qu'elle le dise donc à tout le monde, hein. Et là, à tous ceux qui me connaissent sur cette planète Terre, à tous ceux qui m'ont connu. Alors c'est vrai que j'étais peut-être, enfin, j'étais plus dans le système avant, donc de fait, j'étais plus besoin d'argent, hein, à une époque. Mais même si on remonte dans le passé, sur 40 ans de vie, est-ce que Sylvain Rochex est un dépensier? Eh bien, il y aura donc des milliers de gens qui m'ont connu qui diront non, Sylvain Rochex, il a des qualités et des défauts comme tout le monde, mais il n'a pas le défaut d'être dépensier. Ce n'est pas quelqu'un non plus qui est dans les addictions et qui va comme ça s'accrocher
à accumuler des choses. Voilà, je dirais donc moi, j'ai jamais dépensé dans les drogues, dans la technique, non, moi, les domaines où j'ai un peu plus dépensé d'argent dans ma vie, c'est les livres, puis point en fait, les livres. Euh, voilà. Donc, madame essaye de me faire passer pour dépensier. Puis surtout, aujourd'hui, enfin, moi, j'ai passé là 6 années à ne faire que vider, justement. Euh, j'ai eu exactement le mouvement inverse que la prodigalité. J'ai évacué, j'ai donné, etc. Et donc, celui qu'elle accuse d'être dépensier, voilà, c'est une personne avec une vie simple, avec quelques objets et qui fait son jardin. Alors quand elle ose dire que Sylvain Rochex est quelqu'un de dépensier, immédiatement elle l'a fait donc le 17 novembre et immédiatement on lui dit bah, donc quoi. Vas-y, donc ok, je parle des apports, tu veux parler des débits. Ok, bon bah vas-y, je t'écoute, parle des débits. Vas-y. La première chose qui a été dite à ce moment-là. Non, mais en fait, je vais vraiment écrire un livre sur cette histoire. Hein. C'est incroyable. La première chose qui est sortie de sa bouche, c'est les croquettes de mon chien. Les croquettes que je donnais à mon chien. Donc, je vous invite là à regarder la vidéo juste avant pour connaître ce qui est arrivé à mon chien. Et non, mais il y a vraiment là, c'est un livre cette histoire, c'est un film en fait, ce qui est arrivé à mon chien. Et donc la première chose qu'elle dit, c'est les croquettes de mon chien. Mais il suffit pas de dire, elle parle des croquettes de mon chien, alors que vous voyez comment ça s'est passé pour mon chien, et vous voyez sa responsabilité dans, hein, euh, et elle ose aller sur les croquettes de mon chien. Ok, non mais c'est même pas ça. C'est que oui, j'ai donné des croquettes à mon chien, oui, comme tous les propriétaires de chiens. En plus, on donnait aussi énormément de viande gratuite, récupérée. On donnait des restes, etc. Euh, et on donnait donc des croquettes achetées en magasin bio, qui sont euh, le même prix, voire moins cher que les croquettes de la grande distribution de très bonne qualité. Les croquettes recommandées, qui sont pas bio, qui sont recommandées par les vétérinaires, Pro-Plan, bon, malheureusement je fais de la pub, machin, et les croquettes bio de base, c'est à peu près le même prix. Et puis, ça va pas non plus, voilà, c'est des croquettes pour chien. Et vous voyez où j'en suis rendu, quoi, à justifier pour les croquettes de mon chien. Mais je le fais, il n'y a pas de problème, je suis en vérité. Euh, et ce qu'il faut noter, c'est que moi j'étais monsieur chien, j'avais mon chien, madame était madame chat, ça c'est typique aussi. Madame chat, avec donc une chatte qui faisait 1 à 2 portées de chatons par an, chatons dont il fallait aussi s'occuper, avec aussi de l'alimentation, des litières, voilà. Et à cette chatte adulte, madame donnait des croquettes de même qualité, de même marque, achetées au même endroit à cet animal. Donc en fait, ok, en partant du principe que moi donc j'avais un capital issu de mon héritage paternel, donc je suis avec cet argent donc qui vient de ma famille, plus il y avait, on était bénéficiaire du RSA, je ne peux pas nourrir mon chien avec les croquettes de mon choix. Par contre, madame, elle peut bénéficier de cet argent pour nourrir son chat comme cela, sachant que peut-être qu'elle aurait nourri son chat différemment si elle avait été toute seule. Voilà. Donc je suis dépensier parce que j'ai donné des croquettes à mon chien. Mais il n'y a pas que ça. Autre sujet là-dessus. Les livres. Les livres. Quand on demande à madame d'expliquer, là, puisqu'elle veut aller sur les débits et qu'elle veut dire que Sylvain est un dépensier et qu'on la questionne, elle dit s'est acheté des livres. Oui, alors madame, combien de livres? Combien de livres? Même si je m'en suis acheté, partons du principe, ok, vas-y, à peu près combien de livres? Donc ça, puisqu'elle va là-dessus, il va falloir que
je fasse la recherche si ça prend de l'importance ce sujet-là. Je l'ai pas faite, je la ferai si besoin. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je veux bien concéder à madame que sur la totalité de notre vie commune, j'ai acheté entre 20 et 30 bouquins. Allez, jusqu'à 30. Ça se trouve même, je suis trop élevé, c'est peut-être 20. Sachant que aussi que c'est, on va dire, mon activité depuis des lustres en fait, dans ce que je fais dans la vie, le fait d'étudier, le fait d'analyser le monde et de contribuer ensuite par des actions, par des pamphlets, par des écrits et par de la militance et de la recherche avec les gens, c'est ce que je fais. Voilà, il y en a, ils sont musiciens, donc ils achètent des partitions, ils achètent des instruments de musique, etc. Je veux dire, on a tous forcément notre truc à nous, quoi. Voilà. Et j'en ai pas 36. Voilà. J'achète de temps en temps un livre. Voilà. Et donc, pareil, non mais vous vous rendez compte où j'en suis rendu. Mon papa est décédé en 2012, j'ai eu un héritage paternel que j'ai mis en commun, que j'ai partagé dans mon foyer. Je suis un lecteur, je suis quelqu'un qui étudie le monde souvent à travers les livres, et donc dans les années qui sont écoulées, j'ai de temps en temps acheté un livre. Voilà, donc quand bien même je me suis acheté donc 20, 30 bouquins, 20, 30 fois 10 euros, 15 euros, donc, enfin, et donc voilà, madame tente d'aller me chercher là sur 300 ou 400 euros. Ça se trouve c'est moins, ça se trouve c'est un peu plus, mais vous voyez, dans ces eaux-là, de livres qui étaient une bonne part de mon activité. Et puis c'est tout, quoi, en fait. Qu'est-ce que c'est on va dire, allons jusqu'à considérer que les livres c'est superflu. Et alors quel superflu, hein, vraiment, dans la catégorie superflu, c'est vraiment la plus grosse merde, quoi. Les livres, c'est le seul superflu que j'ai acheté de manière raisonnable, et encore une fois, c'est moi qui apportais les fonds. Voilà, et donc c'est pour ça que je serai dépensier. Ça ne tient pas. Voilà. Donc, et ben d'ailleurs, ça s'arrête là, hein, mais bon, elle peut continuer à chercher, elle peut continuer à gratter, elle peut aller voir, voilà, les comptes et tout, et dire. Donc, c'est quoi le problème sur les débits? C'est où que ça pose problème? Voilà. Mais elle ne trouvera pas, en fait. Après, donc, au-delà des apports, il y a les débits, mais les débits, ce sont les débits donc de la vie courante, dont justement elle a énormément bénéficié. Et puis après, ce sont des vices, des outils tout simples pour avancer par rapport au projet ici. Et puis ce sont les investissements, les acquisitions conséquentes. J'ai dit qu'en apport, j'avais apporté plus de 80 000 euros. 80 000 divisé par 2, ça veut dire, alors si je tiens compte des détails, des détails pour madame, ça veut dire que dans l'idée, en fait, madame a tiré pour elle-même, et elle avait deux enfants qui étaient là aussi, deux enfants, voilà, soi-disant enfants à charge, elle a bénéficié de ma famille en 30 ou 40 000 euros. Mais alors, c'est là, il faut aussi que je détaille maintenant, que madame a un problème de perception, mais je l'ai senti ça il y a très tôt, en fait, très tôt j'ai senti ça, je me suis dit, ah, attention là, madame ne dépense rien. Voilà, et là, il y en a qui vont se retrouver, je suis sûr que ça va faire écho avec des gens qui sont avec des personnes, et en majorité des femmes, qui disent ne rien dépenser. Je ne sais pas quel est ce mécanisme. Je m'aventurerai peut-être des fois dans des analyses, mais il y a un mécanisme là. La femme qui dit je n'ai rien dépensé. Alors dans le cadre de mon ex-compagne, mon ex-compagne par rapport à ça avait une stratégie, je pense.
c'est le chinage, le fait d'aller dans des lieux type Emmaüs, dans des recycleries, dans des braderies, dans ce type de lieu, en fait. Pas que, hein, bien sûr, elle allait aussi dans des commerces normaux, ou d'avoir certaines stratégies de récup, etc. Et le fait, il y avait un mécanisme psychologique très étonnant, c'est que le fait qu'elle est qu'elle se vit comme ça, comme étant quelqu'un qui récupère, qui va plus dans une recyclerie que dans un commerce, c'est pour ça qu'elle estime qu'elle ne dépense rien. C'est-à-dire que quand elle va dépenser 40 euros à la recyclerie, comme elle est allée à la recyclerie, elle a rien dépensé en fait. Mais elle voit pas elle y va tous les je sais pas combien en fait. Moi, j'ai passé donc 5 ans et demi à évacuer, à ranger tout ce qui traîne, à vider, 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 vider. Et madame, elle a passé 5 ans et demi à remplir, 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 remplir. Hein. Alors, avec des trucs, voilà, d'Emmaüs et de la recyclerie et je sais pas quoi, mais ça coûte pas 0 euros, non. Et puis, elle n'a pas non plus fait que ça. Elle a aussi été dans les commerces, dans les marchés. Tous les mercredis matin, elle va au marché. Hein. Voilà, donc effectivement, c'est utile aller au marché pour l'alimentation, etc., pour la famille, bien sûr. Mais y aller vraiment tous les mercredis matins et d'être dans cette logique euh, euh, une fois par semaine là, de forcément être dans la logique de je vais acheter, je vais dépenser, parce que voilà, quand on est sur un marché, on sait très bien que il y a un enfant qui va vouloir un bonbon, un truc, on va être attiré par des choses, on va vouloir se faire un petit plaisir, un petit truc. Voilà, c'est une logique consommatoire de fait. Un autre détail hallucinant, énorme de la stratégie de défense de mon ex-compagne qui essaye d'aller gratter à droite à gauche, qui essaye de me faire passer pour un dépensier, c'est qu'elle essaye de s'aventurer à analyser comment j'aurais soi-disant dépensé mon argent et quel argent j'aurais eu et comment je l'aurais dépensé, dilapidé avant le début de notre relation, avant que je la connaisse. Donc déjà c'est un complet hors sujet, c'est-à-dire que notre comptabilité, elle concerne ce que on a eu ensemble, en fait, ce qu'on a fait ensemble, et puis donc combien même j'aurais dépensé 1 milliard d'euros avant, ce n'est pas le sujet, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai pas plus dépensé d'argent avant. Effectivement, il y a eu le début, puisque mon papa est décédé en 2012, il y a eu entre 2012 et 2014-15 le début des fonds qui arrivaient de mon héritage paternel. Mais tout ceci s'est étalé donc jusqu'en 2016 et l'essentiel de ces fonds a été justement partagé avec Madame. Euh, Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand bien même, donc ce que j'ai dépensé avant, Madame, par certains objets, par certaines voies, en a aussi bénéficié. Notamment et surtout, je pense à mon véhicule utilitaire qui a joué un rôle certain sur le plan agricole et même sur le plan de tout, des constructions, etc. Un véhicule de qualité. Madame a bénéficié de ce véhicule effectivement acheté avant. Donc non seulement elle fait un hors sujet, c'est pas la question de savoir de comment j'ai dépensé avant, mais en plus c'est de l'argent aussi ce sont des moyens, des biens dont elle a bénéficié de façon voilà parce que le bien a continué sa route. Sur ce sujet également, mon ex-compagne, alors je ne sais pas comment elle procède, elle croit détenir des informations de choses que je lui aurais dit, elle interprète, elle grossit, elle annonce des choses, mais qu'elle invente, et en plus tout ça donc, est prouvable, j'ai tous les documents, c'est tout en rapport avec l'héritage donc, de ma famille, et c'est tout chiffrable, et surtout c'est tout encadré en plus par le fisc. Hein, les héritages, c'est pas comme ça, on n'a pas 200 000 euros, 300 000 euros comme ça. Voilà, c'est tout encadré, c'est tout noté. Je peux tout vous
montrer, et donc ma compagne comme ça annonce que oui, oui, avant là, j'aurais dépensé je sais pas combien, mais c'est pur mensonge. Dans la défense, entre guillemets, inepte de mon ex-compagne, il y a un élément que je veux partager avec vous. Elle dira à qui veut l'entendre que je ne parle plus, que je ne lui parle plus, qu'il n'y a pas de communication entre nous et que donc c'est pour cela que les choses, bien sûr, ne se résolvent pas. Effectivement, depuis un an, depuis mars 2020, je ne lui parle plus. J'ai décidé de me retirer, de fuir, selon le bon vieux titre de Laborie, l'éloge de la fuite. Et ce n'est pas ma nature de faire comme ça, mais j'ai découvert pour la première fois de ma vie une authentique prédation. J'ai découvert face à moi une prédatrice véritablement. J'ai vu que cette personne m'entraînait vers des choses terribles et qu'il fallait que, évidemment, que je me protège. Bien sûr, c'était pas du tout la volonté pour moi de ne pas résoudre les choses, et j'ai rapidement expliqué que il fallait qu'on passe par des tiers, par des médiateurs, chose qui était à notre portée et qui était tout à fait possible, vu le nombre d'amis, de personnes, d'amis en commun, d'amis des uns et des autres, tout prêts à être des tiers là-dedans pour tenter de résoudre les choses. Mon ex-compagne, bien sûr, n'a pas utilisé, n'a pas mis en œuvre ça, a sans arrêt fait valoir qu'il fallait qu'on arrive à se parler, sachant qu'il faudrait voir les quelques dialogues que nous avons eus depuis un an, à quoi ils ressemblent, hein. Pour mon ex-compagne, c'est une série de stops qu'elle hurle, m'empêchant de dire tout ce que j'ai à dire. Donc effectivement, le dialogue est impossible, mais madame n'utilise pas les tiers qui sont là. Et ce que je veux partager avec vous, c'est que pour moi, il est très clair que ce refus d'utiliser les personnes de bonne volonté qui sont là, d'utiliser, alors le mot est pas très chouette, mais en tout cas de passer par eux, ces personnes de bonne volonté qui sont là, est une preuve par A plus B du statut de perverse narcissique de mon ex-compagne, car la perverse narcissique veut absolument avoir sa proie en face. Et oui, d'avoir affaire à quelqu'un d'intelligent, de bonne volonté, qui va faire le tri dans toutes les inepties pour essayer de recueillir ce qui est important, ce qui peut nous faire avancer et ce qui peut me faire avancer. Ce qui, c'est pas intéressant pour une perverse narcissique. Il faut avoir accès à la personne pour continuer avec les méthodes qui marchent pour faire souffrir, pour continuer la même chose, le même processus destructeur, au lieu de passer par le tiers. Le tiers, c'est fabuleux, le tiers. Jésus-Christ, c'est le tiers divin. Le tiers, c'est la mise en rapport. Le tiers, c'est le triangle. C'est la base de, 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 de la géométrie, début de la construction de quelque chose. Jésus a dit, si deux ou trois sont réunis en mon nom, alors je serai au milieu d'eux. Deux ou trois, euh, la troisième personne qui c'est elle qui crée l'harmonie potentiellement entre deux personnes. Le chiffre 3 est très important en fait. Et ce refus d'avoir de la médiation, et cette manière de dire il ne me parle plus, c'est pour cela que les choses ne se résolvent pas. Je vous ai mis en photo la raison pour laquelle je ne lui parle plus, le loup et l'agneau de La Fontaine. Je ne suis pas un agneau. Non, je ne vais pas rester là à continuer à essayer de converser avec la personne qui me prédate. Mais au-delà de la perversion narcissique, la stratégie pour mon ex-compagne est bien sûr de gagner du temps, de d'étirer le temps à l'infini pour le mettre de son côté, pour le mettre dans sa besace, le temps. 15 mois qui viennent de s'écouler. Et j'aurais pu mourir combien de fois déjà en 15 mois? N'était-ce pas au moins, sur un plan inconscient, son objectif à mon ex-compagne? Ce serait parfait, dis donc, pour elle, si je mourais dans un accident de la route
Depuis 15 mois, j'ai pas mal roulé avec mon véhicule, ça aurait pu m'arriver un grand nombre de fois. Et puis de tenter d'étirer le temps à l'infini, bien sûr, c'est pour me pousser à la faute. Chaque jour qui passe, chaque seconde supplémentaire où mon ex-compagne sait que quelque chose se tend, que quelque chose se joue, elle attend ce moment où je vais commettre une faute. Peut-être est-ce d'ailleurs ces vidéos, certains pourraient le penser, ou elle-même pourrait le penser. Elle attend ce moment où je vais commettre une faute, où elle pourra dire, regardez, c'est lui le méchant, regardez ce qu'il a fait. Et ça, c'est aussi ignoble. 15 mois de patience où je me retiens de commettre quelque chose pour répondre à la violence que je subis et où j'attends, et où elle, pendant ce temps, madame, attend que je commette une faute pour revendiquer, pour espérer équilibrer toute la violence qu'elle sait, plus ou moins consciemment, plus ou moins inconsciemment, dont elle est l'auteur. Elle attend la faute grave, la faute importante, la faute qui me ferait perdre ce combat, ne viendra jamais, ne viendra jamais. Et non, désolé madame. Ça va les amis? Putain, c'est chaud. Si vous pouviez m'aider, c'est chaud. Franchement, c'est le truc le plus chaud de ma vie, quoi. Je vais, je pense terminer juste comme ça fera la transition pour la prochaine vidéo et faire le lien avec ce dont je viens de vous parler. C'est le sujet de l'électricité à partir du panneau solaire, de la petite installation autonome limitée, et je vais en parler dans une très prochaine vidéo, sans doute la prochaine, mais je fais le lien. Donc, on a acquis à un moment donné un petit système autonome avec un panneau solaire et batterie. Et ce que je vous dis sur la question de qui dépense quoi est apparu directement là-dessus. C'est-à-dire que dans la vie, il y a beaucoup la question des fluides. Vous voyez d'ailleurs cette chaîne s'appelle Tu m'as pris mon eau de pluie. Donc l'eau est un fluide, l'électricité est un fluide, l'argent d'une certaine manière est un fluide. Et donc c'est intéressant quand se cristallise sur ces fluides en fait la notion de qui a dépensé quoi en fait. Et moi, quand on a acquis cette installation solaire, je me suis tout de suite dit, mais là, il y a un défi énorme, c'est il y a de l'électricité limitée. Nous venons, elle et moi, de ce système où nous avons été habitués à avoir de l'électricité en continu. Là, de l'électricité limitée et partagée. Il y a un défi énorme il va pas falloir que justement, il y en ait un qui soit là, ah ouais, hein, toi, ceci, toi, t'as dépensé, t'as pris, voilà. Et que la sagesse va nous demander justement de nous élever, voilà, en fait, de chercher la sérénité et puis de chercher il y a pas d'électricité, il y a plus d'électricité, bon, il y a plus d'électricité, hein, au lieu de tout de suite se dire, ah bah c'est l'autre, il a dépensé l'électricité, voilà. Je me suis dit qu'il y avait un gros défi là, à ce qu'on évite ça. Non, évidemment, il y a une logique de pesanteur là dans tout ce qui se passe, et que non, forcément, madame a foncé dessus, et donc l'électricité était limitée, elle est encore plus limitée, affreusement limitée, décembre et janvier. C'est pas facile. Et donc très rapidement, à chaque fois que madame, elle voulait charger un téléphone ou qu'elle voulait s'éclairer et qu'on était en fin d'électricité, qu'il n'y en avait plus, qu'il fallait réattendre le soleil, et j'étais moi responsable. C'était moi qui avais tout pris. Voilà. C'est-à-dire que même logique, c'est Madame, elle ne dépense rien. Madame dépense pas d'argent. Elle ne dépense pas non plus d'électricité. Elle n'en utilise pas. Voilà. C'est pour l'argent. Si on manque d'argent, c'est l'autre qui a dépensé. S'il y a plus d'électricité, c'est l'autre qui a dépensé toute l'électricité. Voilà. Vous avez compris. Madame ne dépense rien. Euh, mais c'est peut-être vrai. Madame ne dépense rien. De toute façon, elle prend. Elle, en fait, bah oui, oui, c'est une logique, c'est une psychologie très, très, très étonnante. En fait, elle prend l'argent des autres, elle prend ce qui est aux autres. Mais comme elle pense que c'est, elle-
elle est légitime à faire ça, parce que c'est comme s'il y avait à la base de sa vie une sorte de dette, en fait, enfin, les gens lui doivent quelque chose, on ne sait pas pourquoi, à elle. Et donc, ce qu'elle prend, bah, c'est pas compté, en fait. C'est pas compté, c'est normal, en fait. Voilà, là, il y a vraiment, là aussi, il y a plein de gens qui vont enfin, se reconnaître, enfin, reconnaître des gens qu'ils connaissent dans ce que je vous dis. C'est étonnant, ce problème de perception qui est donc un problème d'amour à la base, d'estime qu'on a reçu et qui fait que on se sent en permanence que les gens doivent en permanence nous donner et puis c'est normal et puis on leur donne rien. Bah oui, c'est comme ça. Puis on a vécu avec ce que les autres nous ont donné, mais hop, c'est oublié parce que c'est normal parce qu'en fait on nous devait voilà, je sais pas, comme quelqu'un, comme si il y avait eu une violence donc à la base de cette vie qui doit être en permanence rachetée et de manière infinie. Et donc on peut jamais compter. Donc tout ce que cette personne va avaler en fait, eh ben ne sera jamais compté parce que c'est normal parce qu'il y a une sorte de créance, de béance à la base de cette vie-là. J'arrive bientôt au terme de cette vidéo. Il y a un petit point dont je me suis pas étalé dessus, mais je le dis quand même sous forme d'une toute petite pastille. Quand nous étions chez le notaire le 25 février dernier et que le notaire l'a questionné sur les apports, à un moment donné, elle a lâché là le montant de son héritage paternel touché en octobre 2019 et elle l'a présenté comme un apport, alors que cet héritage est venu et qu'il est reparti, qu'elle l'a retiré. Mais il y a vraiment dans cette histoire quelque chose de délirant qu'il faudrait vraiment dans toute urgence traiter. Voilà, et donc là, moi, je suis le notaire, quoi. Attends, voilà, et donc face à ma réaction, le notaire, voilà, il a fait retour arrière avec l'ordinateur, donc c'est pas apparu dans le compte rendu, mais voilà, il y a vraiment quelque chose de surréaliste. Voilà, c'était Tu m'as pris mon eau de pluie. C'est hard, hein, donc je vous invite à pas écouter toutes ces vidéos en même temps. À y aller au compte-gouttes si vous voulez participer, si vous voulez être avec moi, si vous voulez me défendre. Si vous êtes concerné par ces abus de conscience, de confiance, ces abus de pouvoir dans le contexte de l'amour, contactez-moi. Je veux vraiment fonder une association Tu m'as pris mon eau de pluie. Sachant que dans votre cas, ça sera peut-être tu m'as pris mon quignon de pain. Voilà, mais on se retrouve là-dessus. Tu m'as pris mon eau de pluie. J'ai vraiment, vraiment besoin d'être défendu, pas soutenu, mais défendu. Abonnez-vous et partagez ces vidéos. Voilà, que vous dire d'autre? Eh bien, à bientôt sur Tu m'as pris mon eau de pluie. Des vidéos à venir donc sur le sujet de l'électricité, du partage de l'électricité, de comment tout ça s'est organisé, et puis des vidéos concernant le polyamour, hein, bien sûr, et ces délires-là. Des vidéos, je vais bientôt vous produire une vidéo sur le précieux, sur le thème du précieux, comme par rapport au Seigneur des Anneaux. Je pense que dans ce que je vis, en fait, c'est exactement la situation de madame qui a récupéré un précieux. Elle est exactement comme le personnage du Seigneur des Anneaux. Elle a le précieux là dans les mains et tout le monde lui demande de le lâcher, c'est-à-dire en libérant Sylvain. Mais non, elle le tient, elle dit ça y est, et voilà, un précieux qu'elle a forgé dans le feu de mon désir et maintenant elle a le précieux, elle a le pouvoir et elle ne veut pas le lâcher. Donc je compte sur vous pour m'aider à lutter contre cet abus de pouvoir. Voilà. Je redis aussi que je fais ça, je suis acculé, je fais ça pour me libérer. J'effacerai cette chaîne YouTube à l'instant où ma compagne, mon ex-compagne me libérera. Que mon but n'est pas de lui faire mal. C'est moi qui ai besoin de me libérer et que comme elle me bloque, je cherche par tous les moyens. Donc là, j'utilise le moyen de la communication publique, mais il y a le procès qui est en cours également. Puis avant cela, j'ai essayé beaucoup d'autres voies. Donc, elle est obligée de comprendre. Alors, elle ne le comprendra pas.
elle usera peut-être comme d'habitude de violence. Je vous en ferai état si c'est le cas. Si elle dépasse certaines bornes, je serai obligé d'appeler la gendarmerie. Mais voilà, j'ai pas d'autre. Je cherche à me libérer et, et donc voilà, donc j'en passe par ces vidéos. Mon but est d'aller vers quelque chose, et je donnerai les hypothèses hein, de résolution aussi dans des vidéos. Mon but est d'aller vers la paix, vers l'harmonie, vers la tranquillité, vers le fait que chacun puisse s'épanouir, faire ce qu'il a envie de réaliser. Voilà, je veux le meilleur pour chacun. Voilà. Mais là, moi, je suis dans la merde à être bloqué par quelqu'un avec qui qui m'a jeté, avec qui je suis séparé depuis 15 mois et avec qui je suis toujours en situation de dépendance. Voilà, alors que c'est injuste, ça n'a pas lieu d'être. Moi, dans ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, j'ai apporté tout ce que j'avais pour pouvoir réaliser là où j'en suis. Voilà, Madame, à contrario, elle, qui a eu un héritage paternel, elle l'a récupéré, et donc c'est elle, là, maintenant, qui a des fonds pour... initialement, ça aurait pu être des fonds pour continuer, mais elle a choisi de le garder. Donc c'est elle qui a les moyens maintenant d'aller créer un deuxième espace, l'espace qu'elle-même dit vouloir. C'est elle qui n'a pas voulu partager, c'est elle qui s'est approprié les choses ici, et voilà, qui veut son espace. Donc qu'elle aille le faire, son espace. Et donc si vous pouviez m'aider aussi par rapport à ça, à aider les choses pour que cette situation arrive, que vraiment deux espaces soient créés, et tout le monde va en bénéficier, vous aussi, parce que je sais bien que mon ex-compagne va finir, quand tout ça sera réglé, par aussi s'atteler au jardin d'Éden, s'atteler à la permaculture, etc. Et donc ça fera deux lieux dont tout le monde va bénéficier, la biodiversité et les humains aussi, donc vous aussi. Voilà. Donc aidez-moi, aidez-nous. Voilà. Allez. Ciao, bonne journée à tous. Désolé pour le ton de ces vidéos. Ça aussi, je suis acculé. J'essaye d'en rire. J'essaye de me marrer avec ça. Avec les 5000 par exemple qu'elle annonce là, que ma mère lui a prêté. Mais putain, c'est tellement dur. C'est tellement dur. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Ciao.